Bonjour à tous et à toutes. Bienvenue dans ce second épisode de Micro-Océan, le podcast qui met en lumière l'invisible des mers. Aujourd'hui, nous nous pencherons plus en détail sur des aspects importants dans la sauvegarde des océans, le rôle du plancton ainsi que l'engagement citoyen. Pour cela, nous accueillons Héloïse Lebras, biologiste embarquée spécialiste du plancton et marin. Bonjour à tous. Aujourd'hui, on est sur le podcast Micro-Océan et on va vous parler du plancton avec Héloïse Lebras. Bonjour Héloïse, pouvez-vous vous présenter ? Oui, bonjour. Donc, je m'appelle Héloïse. J'ai grandi près de la mer. C'est pour ça que j'y suis très attachée depuis toujours. Bien que j'ai fait des études dans la biologie et dans la gestion de l'environnement, j'ai toujours été très proche de la mer. Et après de longues études qui m'ont amenée dans plusieurs pays, notamment en Espagne, aux Canaries, en Russie, en Indonésie, et bien en revenant à Brest, c'est là que je me suis investie dans une association qui s'appelait Iodicéus et qui faisait de la science à la voile. Donc j'ai été embarquée à l'origine comme biologiste embarquée et non pas comme marin, mais c'est là que j'ai découvert la navigation à la voile. Et ça m'a passionnée et c'est après ça que j'ai passé mon diplôme de matelot d'abord et ensuite mon diplôme de capitaine. Et maintenant, je travaille plutôt comme marin. Je privilégie à chaque fois les missions où il y a un petit peu de science à bord à faire. Donc j'adore faire ça. Par exemple, tous les étés, je pars en Corse pour travailler sur les Rémobula. Et le plancton, c'est mon sujet de prédilection. C'est-à-dire que même quand moi je navigue pour faire des vacances, j'aime bien prendre mon filet à plancton, mon microscope et je regarde dès que possible. Super. Et pour parler de mon engagement dans la défense du plancton, je le fais pour moi, mais je le fais aussi, j'organise parfois des séances de sensibilisation au sein des écoles. Donc là, ça se présente comme il y a d'abord une pêche au plancton, puis une petite présentation suivie d'une observation au microscope et à bord de mon bateau aussi. C'est-à-dire que des fois, mon métier de marin m'amène à accueillir des passagers sur le bateau. Et une des étapes obligatoires, c'est l'observation du plancton. Donc tout le monde est obligé d'y passer. Et sinon, je travaille aussi un peu en lien avec l'association Astrolabe Expédition. Par exemple, cet hiver, je suis partie pendant 2 mois aux Canaries et Astrolabe m'avait prêté un filet à plancton et m'avait demandé de faire des prélèvements dans plusieurs endroits pour travailler sur l'ichtioplancton, donc le plancton, les larves de poissons. Vous parlez beaucoup de plancton, c'est le sujet en même temps. Comment expliqueriez-vous ce qu'est le plancton à quelqu'un qui n'en a jamais entendu parler ? Souvent, je commence mes présentations en demandant aux gens qu'est-ce que c'est pour eux le plancton. Et souvent, on me répond c'est la nourriture des baleines ou c'est les animaux microscopiques. Et c'est vrai que toutes ces réponses sont vraies. Et pour avoir une définition plus exacte, on peut dire que le mot plancton vient du grec planctos, qui veut dire dérivant. Et en fait, ce sont tous les organismes qui dérivent dans le courant, c'est-à-dire les organismes qui ont une force natatoire inférieure à la force du courant. Donc, ça peut englober du zooplancton, donc du plancton animal, du phytoplancton, qui est le plancton végétal, mais aussi du bactérioplancton. Il y a aussi des champignons qui peuvent faire partie du plancton. Il y a aussi des organismes beaucoup plus gros. Une méduse qui peut faire 2 mètres de diamètre fait aussi partie du plancton. Parce que finalement, elle va pouvoir se déplacer vers le haut ou vers le bas, mais pour aller, elle n'a pas vraiment une direction qu'elle va choisir. Donc finalement, elle fait aussi partie du plancton. Donc de la bactérie la plus petite qui va faire quelques nanomètres jusqu'à une méduse qui va faire plusieurs mètres. Donc finalement, il y a des organismes de toutes les tailles, de toutes les familles. On en retrouve dans les océans, donc, mais aussi dans l'eau douce, dans les rivières, dans les lacs. On peut en retrouver même sur les murs en Bretagne, on voit ça, le plancton passe dans les embruns et donc arrive sur les murs, sur les façades des maisons, ça fait des taches rouges. On le retrouve aussi dans les lichens, c'est une symbiose avec une microalgue, donc un plancton et un champignon. Et ensuite, le plancton est aussi assez particulier parce qu'il se divise en 2 groupes, le l'holoplancton, qui est plancton toute sa vie, et le méroplancton. Et ça, c'est le plancton qui va pas être plancton toute sa vie, qui va se transformer en poisson, par exemple. C'est-à-dire qu'une larve de poisson, au départ, elle peut pas nager, donc elle est considérée comme du plancton. Et quand elle va grandir, elle va devenir un poisson, et là, c'est plus du plancton. Donc ça, c'est ce qu'on appelle le méroplancton. Pourquoi est-ce que le plancton il est essentiel à la vie sur Terre ? On peut rappeler que déjà, le plancton est à la base de la vie. C'est-à-dire que le plancton il est apparu il y a 3,5 milliards d'années.
Et les humains, pour donner une échelle, ça fait seulement 200 000 ans. C'est-à-dire que si la vie de la planète est un tour d'horloge, le plancton est arrivé, je dirais, à la louche entre 3 et 4 heures. Et l'être humain, ça fait que... je sais plus si c'est de l'ordre de dixième de seconde, mais c'est presque rien. Et en plus de ça, c'est aussi grâce au plancton qu'on a pu apparaître nous, parce que c'est lui qui a fait la photosynthèse en premier. Donc ça, c'était il y a 2,5 milliards d'années. D'ailleurs, la preuve en est dans les roches sédimentaires. On appelle ça des stromatolithes. C'est des roches qui ont été formées quand les organismes microscopiques ont précipité. C'était des cyanobactéries et ce sont elles qui ont fait la photosynthèse en premier. C'est-à-dire qu'au départ, il y avait 90% de CO2 dans l'atmosphère et grâce à cette photosynthèse faite par les cyanobactéries il y a plusieurs milliards d'années, maintenant, on a 21% de dioxygène dans l'atmosphère. Donc, c'est grâce à eux qu'on a pu se développer, nous, qui avons besoin du dioxygène pour vivre. Et une importance cruciale du plancton, à l'heure actuelle, sans prendre en compte le passé, c'est la base de la chaîne alimentaire. C'est-à-dire que sans plancton, il n'y aurait pas de petits poissons, pas de moyens poissons, pas de grands poissons. Et ça remonte la chaîne comme ça. Et ça, c'est important aussi de savoir que c'est un peu comme le même discours que pour prôner le végétarianisme. C'est-à-dire que si on mange un grand poisson, ce grand poisson, il aura mangé des moyens poissons pendant toute sa vie. Donc finalement, si on mange 0,1 kg de grand poisson, on aurait pu manger 100 kg de phytoplancton à la place. Parce qu'à chaque fois, il y a un facteur 10 dans la chaîne. Donc 5 kg de phytoplancton, ça fait 10 kg de zooplancton, 1 kg de petits poissons et 0,1 kg de grands poissons. Quel rôle joue le plancton dans la régulation du climat mondial à l'heure d'aujourd'hui ? Eh bien souvent, quand on parle de production d'oxygène, on pense à la forêt tropicale et on pense que c'est le poumon de la planète. Donc oui, ce n'est pas faux, mais il faut savoir que la végétation terrestre, d'accord, elle produit beaucoup d'oxygène et elle capte beaucoup de CO2, donc de dioxyde de carbone. Mais finalement, les arbres, quand ils vont soit être brûlés, soit se détériorer, enfin être décomposés dans la forêt, ils vont relarguer ce CO2. Donc c'est une captation sur le plus court terme. Tandis que le dioxyde de carbone capté par les océans, donc par le plancton, c'est un stockage vraiment sur le long terme. Parce que ce plancton, il va précipiter dans les profondeurs de l'océan, où il va sédimenter et rester pendant des millions d'années. Le carbone ne va pas être réémis. Donc finalement, le véritable poumon de la planète, c'est bel et bien l'océan, qu'on appelle parfois aussi puits de carbone. Et donc c'est un rôle crucial en fait dans la régulation du climat. En parlant de la régulation du climat, je voulais aborder un point un peu plus méconnu du rôle du plancton. Le plancton produit un gaz qui s'appelle le sulfure de diméthyle qui va favoriser la formation d'aérosols. Donc ce gaz-là va en fait appeler les molécules d'eau à se former. Donc ça impacte aussi le climat via la formation de nuages. Et d'ailleurs, certains organismes, les plus petits organismes, je parle plus des méduses, mais je parle des bactéries, quand ils s'évaporent dans l'air, alors soit par l'action mécanique des vagues, donc des embruns, des aérosols, soit par l'action du soleil qui va les faire s'élever dans l'air, entraîner avec d'autres molécules d'eau, et quand ces particules arrivent dans l'atmosphère, ça va devenir des noyaux de nucléation. C'est-à-dire qu'en fait, les molécules d'eau vont venir s'agglutiner autour et il va y avoir un nuage qui va se former et ensuite la pluie va tomber. Et en fait, il y a certains organismes qui vont survivre tout le cycle de l'eau comme ça, qui vont retomber sur la terre, passer dans les rivières, revenir à l'océan. Et il y a certains organismes qui survivent comme ça à haute altitude et qui font tout le cycle de l'eau. Et c'est incroyable, je trouve. Je ne savais pas ça avant récemment et je trouve ça assez incroyable. Vous pourriez juste expliquer le terme d'aérosol, s'il vous plaît? Oui, les aérosols, pour simplifier, pour expliquer rapidement, c'est un peu comme des petits embruns. Ce seraient des embruns qu'on ne voit pas. Donc, c'est la présence d'eau, mais qu'on ne voit pas. Ok, merci beaucoup. Donc, vous expliquez comment le plancton est très très important dans la régulation du climat mondial. Aujourd'hui, on le sait, il y a un changement climatique qui est très important. Comment ça affecte le plancton? Eh bien, grande question. Effectivement, le dérèglement climatique impacte toutes les formes de vie sur Terre. D'ailleurs, on dit qu'on est actuellement dans la 6e extinction de masse, donc l'extinction de l'Holocène.
Pour résumer en une phrase, l'augmentation de la température entraîne une stratification plus importante à la surface de l'océan. C'est-à-dire qu'il va y avoir je crois qu'on appelle ça la thermocline. Et en fait, la surface va être plus chaude. Alors quand je parle du réchauffement en général, hein, la surface va être plus chaude, il y aura moins de brassage, il y aura moins de remontée de nutriments depuis les profondeurs jusqu'à la surface. Donc, automatiquement, il y aura moins de croissance de phytoplancton. Ça, c'est pour répondre de façon générale. Après, on peut donner quelques chiffres. Hein. Moi, je suis toujours un peu frileuse avec les chiffres parce que, en fait, on peut soit parler de l'abondance ou soit de l'aire de répartition. Mais j'ai trouvé comme ça quelques chiffres. Donc, depuis 1950, on estime que la population de phytoplancton a diminué de 40%, donc presque de moitié. C'est beaucoup. Je trouve pas de mots. Sinon, j'ai trouvé d'autres chiffres. Donc, depuis 1960, dans l'Atlantique Nord, il y aurait 5% de dinoflagellés en moins tous les 10 ans et 7% de zooplancton, donc de plancton animal, en moins tous les 10 ans aussi. Après, comme je dis, il faut être un petit peu prudent avec les chiffres parce que dans d'autres zones, ce n'est pas un déclin, mais plutôt une augmentation qui est constatée. Par exemple, si la température augmente et qu'il y a beaucoup de nutriments, si par exemple on est dans une zone côtière avec beaucoup d'engrais, parce qu'une activité agricole importante, là c'est plutôt des populations de plancton qui vont augmenter. Et il faut aussi pas oublier que le changement climatique n'est pas toujours le facteur principal. Mais on en parlera plus tard des autres dangers qui pèsent sur le plancton. Et du coup, qu'est-ce qui se passerait si certaines formes de plancton venaient à disparaître dans le futur ? Alors, c'est vrai que dans l'océan, tout est lié et ça dépend quelle espèce de plancton. C'est dur à dire ce qui se passerait parce que du coup, tout est mélangé, tout est en lien. On peut dire peut-être que s'il y a cette espèce de plancton qui disparaît, une autre va prendre la place, mais que cette autre espèce sera apte à la remplacer dans le réseau alimentaire, mais peut-être pas. C'est-à-dire que par exemple, si on prend l'exemple d'une baie, donc plus facile à gérer parce que quand on parle de l'océan, c'est même pas les océans, d'ailleurs c'est l'océan parce que tout est lié, tout est en communication. Et c'est tellement vaste que c'est dur de répondre à une question précise. Mais si on prend une échelle plus petite, on se rend compte que finalement dans une baie, s'il y a moins de diatomées, il y aura plus de dinoflagellés, mais les petits poissons ne mangent pas trop les dinoflagellés, donc ils vont partir, donc les sardines vont aussi partir, et on voit que ça se répercute sur toute la chaîne. Et voilà, je crois que j'ai tout dit. Ouais. L'océan, c'est un équilibre fragile, et si le moindre maillon de la chaîne alimentaire est perturbé, ça va se répercuter sur l'ensemble de la chaîne alimentaire. Oui. Et ce qui est triste aussi, c'est de se dire que certaines espèces de plancton vont disparaître avant même qu'on ait pu les découvrir. Oui, c'est sûr. Et donc, du coup, en parlant un petit peu de plus de ça, on dit souvent que le grand public a plus tendance à se mobiliser pour des animaux visibles. Est-ce que vous pensez que c'est pour ça que le plancton reste assez peu considéré ? C'est possible. C'est vrai qu'on a tendance à donner des exemples imagés. Donc, j'aime beaucoup cette phrase de Saint-Exupéry qui dit « L'essentiel est invisible pour les yeux ». Et c'est vrai parce que l'essentiel, comme on l'a vu, le plancton, c'est une importance cruciale et finalement, on ne le voit pas. Donc, on en parle moins, c'est sûr. Par exemple, on parle beaucoup, l'emblème du changement climatique, c'est souvent l'ours blanc. Mais finalement, l'ours blanc, peut-être qu'il est en déclin parce qu'il y a moins de phoques, parce qu'il y a moins de poissons et parce qu'il y a moins de plancton. En fait, tout est lié. C'est pas seulement le changement climatique, c'est aussi le lien que les différentes espèces ont entre elles. Et c'est vrai qu'on parle aussi souvent... il y a plein de chiffres, pareil sur le déclin de la biodiversité. On dit qu'en France, il y a 3/4 des insectes qui ont disparu, 3/4 des oiseaux aussi. Ça à cause de l'agriculture intensive, de l'urbanisation. Mais finalement, dans la mer, on ne le voit pas, mais c'est possible que ça soit pareil. Ok, vous en avez parlé un petit peu avant. Quels sont les principaux dangers en dehors du climat qu'on pourrait mentionner pour le plancton ? Donc effectivement, il n'y a pas que le climat, pas que la température, la température qui évolue, soit qui monte, soit qui diminue, mais qui a quand même tendance à augmenter rapidement. Et cet effet va aussi impacter les océans pour le pH de l'océan. C'est-à-dire que plus la température augmente et plus l'océan peut capter de CO2, mais donc plus ça va s'acidifier.
Et c'est-à-dire qu'en fait, quand un volume d'eau chauffe, les molécules vont s'espacer, donc on peut y mettre plus de CO2, pour résumer, pour simplifier. Et cette acidification va avoir des conséquences dramatiques sur beaucoup d'organismes. Tous les organismes calcaires, ça comprend, à chaque fois on pense tout de suite aux coraux. C'est sûr qu'il y a les coraux, mais il y a aussi les mollusques. Donc ça peut être les berniques, les bigorneaux, les moules, les huîtres. Il y a aussi les échinodermes. Ça c'est moins évident parce ils font une calcification intracellulaire et ils gardent la structure calcifiée à l'intérieur de leur corps. C'est-à-dire que les étoiles de mer, quand on les regarde, on se dit pas c'est des organismes calcaires, mais en fait si, parce qu'elles ont besoin du calcaire pour faire leur squelette. L'acidification, on appelle ça aussi parfois l'ostéoporose des mers. Parce qu'en fait, dans ces conditions, avec un pH élevé, l'eau trop acide ronge les minéraux qui est utilisé pour synthétiser le carbonate de calcium. Donc ça impacte aussi les crustacés, bien sûr, les homards, les crevettes, les crabes. Et pour revenir au plancton, ça impacte les coccolithophoridae. C'est un mot assez dur à dire. Et en fait, ces petits coccolithophores, c'est aussi des organismes qui ont un squelette calcaire, qui ont un rôle crucial en fait dans le climat. Il y a environ 200 espèces de coccolithophoridae. On pense qu'ils pourraient être à l'origine de 70% des précipitations de carbonate de calcium. C'est-à-dire ce carbone qui est stocké de la surface jusqu'à la profondeur de l'océan. Donc, en fait, quand le pH de l'eau devient trop acide, impossible de créer un squelette calcaire. Et donc, il y a beaucoup d'espèces qui sont menacées par cette acidification des océans. Donc, il y a les coccolithophoridae, il y a aussi les foraminifères et il y a aussi les ptéropodes. Donc ça, c'était pour un des grands dangers dont je voulais parler. Je voulais aussi parler du danger de la surpêche. On n'y pense pas immédiatement, mais le fait de pêcher les poissons va réduire les prédateurs du zooplancton. Donc il y aura plus de zooplancton, mais du coup il y aura plus de broutage et donc il y aura moins de phytoplancton et ça va entraîner un déséquilibre. Ensuite, je parlais des gyres de plastique. Ces déchets plastiques qu'on voit partout dans les océans du monde, c'est sûr que c'est bien triste. On sait que ça a un impact néfaste sur la chaîne alimentaire parce que ça va se bioaccumuler dans l'estomac des poissons, puis ensuite dans l'estomac des oiseaux, dans l'estomac des mammifères. Ça a des conséquences drastiques, mais sur le plancton aussi. Même si eux, on peut penser qu'ils ont une bouche trop petite pour manger du plancton, et encore pas forcément parce qu'il y a des micro particules de plancton qui pourraient être ingérées par le plancton. Mais quand on pense au plastique, c'est pas seulement la pollution physique du plastique, mais aussi la pollution chimique. Parce que un plastique, il va avoir une concentration d'additifs, donc que ça soit pour sa texture qui soit plus souple, pour sa couleur, ou alors pour le retard de flamme. Et finalement, un plastique va relarguer plein de polluants tout au cours de sa dégradation. Et le plancton qui vit sous le plastique, parce qu'il y a du plancton qui aime bien, il va chercher une zone d'habitat un peu plus abritée. Ce plancton qui habite près du plastique, ça va impacter sa santé et sa vie, quoi. Le plancton est très sensible. D'ailleurs, il y a certaines communautés de diatomées benthiques qui sont utilisées comme bioindicateurs de la qualité de l'eau douce et côtière. Donc, ça va donner des indications sur la pollution chimique, sur l'eutrophisation. L'eutrophisation, c'est quand il y a trop de nutriments dans l'eau. Par exemple, quand il y a beaucoup d'agriculture, il va y avoir beaucoup d'azote, beaucoup de phosphore, et ça va mener à une trop forte concentration en nutriments. Et ces populations de diatomées qui sont trop sensibles ne vont pas pouvoir se développer de la même façon. Ensuite, on peut aussi penser du danger d'introduction d'espèces invasives. Donc ça, c'est en lien avec le transport maritime, parce que l'eau qui est dans les ballasts, donc les ballasts, c'est des gros réservoirs dans les bateaux, dans les cargos de commerce, qui sont remplis d'eau de mer quand les bateaux sont à vide, pour avoir à peu près la même ligne de flottaison. Et donc cette eau qui est transportée d'un endroit à l'autre sur le globe terrestre, elle contient du plancton. Et donc quand on revide ces ballasts de l'autre côté d'un océan, ça va faire du transfert d'espèces et ça peut amener à l'introduction d'une espèce invasive. Et donc ça peut aussi favoriser les espèces opportunistes, comme les algues nuisibles. On parle souvent de blooms toxiques et ça va être au détriment de la diversité fonctionnelle. On peut aussi parler quelque chose que j'ai découvert il n'y a pas longtemps. Il y a aussi du plancton qui est pêché. En fait, il y a certains bateaux norvégiens qui pêchent en continu du krill. Donc le krill, c'est des crustacés assez riches en lipides qui d'ailleurs habitent dans les eaux froides.
souvent dans la zone arctique. Et ces bateaux sont comme des énormes usines qui tournent en continu là-bas autour de la banquise et qui pêchent en continu le krill et pour produire de l'huile très riche en oméga 3. Donc d'un côté, ça a du bon parce qu'on pêche moins de poissons, ça fait de l'oméga 3 disponible à partir du krill, mais de l'autre côté, ce krill il est pêché, donc ça va sûrement avoir un impact sur les autres animaux de la chaîne alimentaire. Et en plus de ça, c'est pas seulement le krill qui est pêché, mais il y a aussi des captures involontaires de larves et de poissons juvéniles, donc ça va impacter toutes les populations alentours. Sinon, je peux aussi encore parler du danger de l'aquaculture. Et c'est un peu lié à ce que je disais en parlant de l'eutrophisation. L'aquaculture, ça a des impacts énormes. C'est-à-dire que la zone de compensation écologique est 10 000 fois supérieure à la surface de la petite piscine d'aquaculture parce qu'on met beaucoup d'intrants, c'est-à-dire beaucoup de nutriments, mais aussi beaucoup d'antibiotiques. Et ça impacte la qualité de l'eau de façon drastique. Mais du coup, comment est-ce qu'on étudie quelque chose d'aussi petit que le plancton ? Et très bonne question, qui n'est pas facile à répondre non plus. Effectivement, personne ne peut dire je suis planctologue spécialiste de toutes les espèces de plancton à la fois, c'est impossible. Le plancton, c'est un terme qui englobe beaucoup d'espèces différentes, donc il faut beaucoup de spécialistes différents. Ça peut être des spécialistes du plancton pélagique ou benthique, du plancton d'eau de mer, du plancton d'eau douce, que ce soit dans les écosystèmes, dans les coraux, dans les herbiers. Ouais, c'est très compliqué d'avoir une compréhension holistique de toutes les espèces de plancton. Parmi les idées reçues qu'on pourrait avoir sur le plancton, est-ce qu'il y en aurait certaines que vous aimeriez corriger ? Corriger peut-être pas, mais plutôt compléter, parce que je répète encore une fois que ce n'est pas seulement la nourriture des baleines, comme on me répond souvent quand je fais des événements de sensibilisation, c'est la nourriture en fait de tout l'océan. Donc, si le plancton disparaît, la vie s'arrête dans l'océan. Autre chose que je voulais pas corriger, mais plutôt compléter. Souvent, certaines personnes pensent plancton égale danger. Parce que souvent, on parle du plancton quand on parle des coquilles Saint-Jacques et notamment de l'interdiction de consommation des coquilles Saint-Jacques ou d'autres coquillages. Et c'est vrai que des fois, ces coquillages ne peuvent pas être commercialisés parce qu'ils ont été intoxiqués avec des toxines produites par des espèces de plancton. Et c'est vrai que certaines espèces de plancton produisent des toxines, mais il y a une poignée d'espèces toxiques contre tellement d'espèces qui ont des bienfaits et des impacts positifs sur l'écosystème de façon générale. Et je voulais aussi peut-être ajouter, ce sera peut-être pas dans cette question, mais je saisis l'occasion d'en parler. Il y a beaucoup de planctons qui ont des bienfaits même sur la santé humaine. Par exemple, la spiruline, qui est en fait, on appelle ça une microalgue, mais c'est en fait une cyanobactérie. C'est un complément alimentaire qu'on peut trouver en pharmacie. Elle a 12 fois plus de protéines que la viande. Elle a énormément de fer, du magnésium, presque toutes les vitamines. C'est quelque chose d'incroyable. C'est tout petit et pourtant, on peut appeler ça, en anglais, on appelle ça superfood. C'est un super aliment, quoi. Voilà, j'ai fini ma pub pour la spiruline. Quelles actions concrètes peuvent être mises en place pour protéger le plancton ? Il y a beaucoup d'actions concrètes qui devraient être mises en place rapidement, car effectivement, ce déclin des populations de plancton est comme un signal d'alarme majeur qu'il ne faut pas négliger. Donc, pour limiter l'impact du changement climatique, on pense immédiatement à la réduction des gaz à effet de serre. Ça, c'est quelque chose qui devrait être fait, pas seulement pour le plancton, mais pour toute la biodiversité en général. Ensuite, pour le plancton, ce serait bien d'installer plus de protection de zones marines pour avoir des zones où l'activité humaine serait interdite, tout simplement, ou au moins fortement réduite, pour avoir des zones préservées. Et enfin, il faudrait aussi mieux gérer les intrants, c'est-à-dire arrêter les pesticides et diminuer grandement les engrais. Les engrais qui sont comme des nutriments, mais de façon excessive. Trop d'azote, trop de phosphore, et donc ça crée ces blooms d'algues nuisibles qui vont prendre la place du plancton fonctionnel. Et enfin, il faut mettre en place un suivi scientifique à long terme pour mieux comprendre le plancton dans les océans et pour mieux le protéger.
Donc, que peuvent faire les citoyens à leur échelle? C'est s'impliquer dans des associations, par exemple, des associations qui protègent la mer. J'ai mentionné plutôt Iodicéus, où j'ai été bénévole pendant des années durant. J'avais aussi envie de parler de toutes les associations qui font de la science participative, donc Astrolabe Expédition basée à Brest, ou même des mouvements à ampleur nationale comme la Fresque Océane. Je ne sais pas si vous en avez entendu parler, mais c'est des ateliers qui s'organisent pour construire une vue d'ensemble de plusieurs thématiques qui touchent à l'océan. Et donc, il y a déjà eu 30 000 participants, il y a 200 animateurs. On peut faire la formation pour devenir animateur nous-mêmes. Il y a des projets plus locaux, comme par exemple Objectif Plancton, qui est en partenariat avec Océanopolis, l'Aquarium à Brest et la station marine de Concarneau, qui travaille surtout sur le lictioplancton. Il y a plein en fait d'associations qui travaillent sur la mer ou plus spécifiquement sur le plancton. Il faut se renseigner et puis quand on a le temps, s'impliquer au maximum. Chacun peut faire quelque chose et même quotidiennement pour limiter son impact sur l'environnement, je dirais que c'est capital d'équiper son lave-linge d'un filtre à microplastique parce que de nos jours, de plus en plus d'habits ne sont pas faits en coton mais plutôt en plastique en fait, comme les polaires, tous les habits synthétiques. Et donc ces microplastiques sont souvent relargués dans l'océan parce que les stations d'épuration n'ont pas de filtre assez fin en fait. Pourquoi je m'implique pour le plancton? C'est parce que c'est quelque chose de très loin des yeux. Comme on dit souvent, le plancton est invisible. Déjà, l'océan est assez loin, mais alors le plancton encore plus. Alors que l'océan représente 70,8% de la couverture du globe. Et notamment beaucoup constituées d'eau internationale. Et ces eaux internationales, elles ont une législation assez faible, parce que ça échappe à la juridiction des États. Et donc, c'est quelque chose pour laquelle j'ai bien envie de me battre, car c'est quelque chose qui est encore trop peu défendu. D'accord. Et avant de se quitter, vous nous avez mentionné bientôt partir en mer durant nos échanges. Oui. Est-ce que vous pourriez nous en dire un mot sur l'actualité à venir pour vous? Eh bien, là, je suis actuellement dans la gare et je me rends à l'aéroport alors, je vais prendre l'avion. C'est un peu en contradiction avec tout ce que je viens de dire, car c'est horrible de prendre l'avion. Mais en fait, je vais en Guadeloupe pour ramener un bateau. Comme je vous l'avais dit, mon métier maintenant, c'est marin. Et donc, je vais convoyer un bateau depuis la Guadeloupe jusqu'à la Bretagne. Et bien sûr, j'ai pris avec moi mon filet à plancton. Et je ne manquerai pas d'observer là-bas de quoi est composée la faune et la flore locale. Merci à Héloïse Lebras de nous avoir accordé cette interview. Et merci à vous de nous avoir écoutés. N'oubliez pas, protéger les micro-organismes, c'est protéger l'océan et c'est protéger notre avenir. Chaque geste compte, même le plus petit.